Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette 8e, si mon calcul est bon, session de l'Eneo Academy. Je vous rappelle à nouveau la formule, hein. Nous organisons une fois par mois un séminaire, hein, d'une durée d'une demi-heure, composé d'un exposé de 20 à 25 minutes, suivi de questions. Ces séances, elles sont ouvertes à tout le monde, même si nous ciblons plus particulièrement les personnes qui travaillent dans des entreprises grosses consommatrices d'énergie et chez des fournisseurs. Et notre objectif, hein, je le rappelle, c'est de partager de la connaissance et des expériences sur l'énergie et la transition énergétique, en essayant de trouver un bon compromis entre simplicité et technicité. Lors d'une séance précédente, un intervenant nous avait demandé si nous pouvions aborder le sujet du marché des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que nous avons choisi de faire aujourd'hui. Alors, en sachant que le système d'échange de quotas d'émissions, c'est son nom en français, est un sujet clé à 2 titres. D'abord, le marché du carbone est un des piliers de la stratégie de décarbonisation de l'Union européenne. Et ensuite, le prix des émissions a un impact significatif sur le coût d'approvisionnement en énergie des consommateurs. Comme on va le voir dans la suite de l'exposé, les principes qui fondent le système d'échange de quotas d'émissions sont au fond assez simples. En revanche, la mise en œuvre est assez complexe, c'est sans doute un euphémisme, et très clairement, on ne pourra pas épuiser le sujet en une seule fois. Il faut donc que vous considériez cette séance comme une séance introductive et prévoir une suite, voire plusieurs, à l'automne. Le système d'échange de quotas d'émissions repose sur l'idée du pollueur-payeur. Le pollueur-payeur, c'est quoi? C'est un système, un ensemble de règles où les émetteurs de gaz à effet de serre doivent payer pour leurs émissions, puisque celles-ci ont un coût, hein, pour la collectivité, et en l'occurrence, la collectivité ici, c'est l'humanité tout entière, et qu'il faut internaliser ce coût. Le système a été mis en place par une directive européenne de 2023, avec une mise en œuvre en 2025, ce qui fait du marché européen du carbone le plus ancien marché au monde. Nous sommes en 2021 entrés dans la 4e phase du dispositif, cette phase couvrant la période 2021-2025. Il y a eu auparavant 3 phases. La phase 1, 2005-2007, qui a été une phase de lancement avec des quotas d'émissions qui étaient des quotas nationaux. Une phase 2, 2008-2012, qui correspond à l'application du protocole de Kyoto. Une phase 3, 2013-2020, avec la mise en place de quotas européens, un objectif affiché de réduction des émissions de 20% en 2020 par rapport à leur niveau de 1990, et la mise en place en fin de période d'un instrument important, hein, de régulation des prix qui est la Market Stability Reserve. Le système d'échange de quotas d'émissions, il couvre 40% des émissions globales de l'Union européenne. Alors il couvre le dioxyde de carbone, il couvre le méthane, il couvre le protoxyde d'azote et un certain nombre d'autres gaz à effet de serre. Et sur le plan géographique, outre l'Union européenne, il couvre alors le Liechtenstein, c'est pas grand-chose, mais néanmoins c'est un pays, l'Islande, la Norvège, sachant que la Suisse a son propre système et que ce système est couplé, hein, de fait à celui de l'Union européenne. Nous allons passer maintenant au principe, hein, de fonctionnement de ce système. Le système d'échange de quotas d'émissions, il repose sur 2 principes qui s'affichent là à l'écran. Le premier principe est un principe de plafonnement des émissions.
les quantités de gaz à effet de serre émises chaque année par les installations qui sont sur une liste sont plafonnées et le plafond d'émission diminue chaque année. L'objectif étant que ce plafond soit nul en 2050. Donc ça, c'est le premier principe. Et il y a un deuxième principe qui est un principe de négociabilité. Les quotas d'émissions de gaz à effet de serre ne sont en effet pas de simples autorisations administratives. Elles sont une autorisation administrative d'émettre, mais elles sont également ce qu'on appelle en droit français un bien meuble incorporel, et on peut donc les échanger comme des titres, comme des obligations ou des actions. Et c'est ainsi qu'un émetteur disposant de quotas en excédent peut céder ses quotas à un émetteur qui manque de quotas. Ces échanges de quotas conduisent à la détermination à tout instant d'un prix d'équilibre, qui est un prix de marché, en sachant que c'est l'intelligence du mécanisme, plus, toute chose égale par ailleurs, plus les émissions sont élevées, plus le prix des quotas est élevé, et l'incitation pour un émetteur élevée elle aussi à réduire ses émissions. Donc voilà, ça ce sont les principes de fonctionnement. Bon, ils sont simples, ils ne sont pas non plus complètement triviaux, mais néanmoins, voilà, on comprend un peu l'idée. Sur le marché du carbone, il y a en fait deux compartiments distincts. Un premier compartiment qu'on appelle le marché primaire et un second compartiment qu'on appelle le marché secondaire. La création de quotas, elle est réalisée sur le marché primaire. Elle se fait, cette création de quotas, soit par mise aux enchères de quotas, soit par allocation de quotas gratuits. Et dans les deux cas, les émetteurs de quotas, ce sont les États membres, qui, encore une fois, soit vendent aux enchères, soit allouent gratuitement certains quotas à certaines catégories d'émetteurs. Les quotas nouvellement émis, ils sont ensuite négociés sur le marché secondaire, qui est un marché ouvert à tous. En pratique, on va trouver sur ce marché secondaire trois catégories d'intervenants: des émetteurs, qui sont structurellement acheteurs de quotas, mais qui peuvent à certains moments vendre des quotas s'ils émettent moins que prévu. Et puis, on va trouver des intermédiaires, des traders, et des investisseurs qui, eux, achètent ou vendent des quotas, soit pour compte de tiers, ce sont les traders, soit pour spéculer, ce sont les fonds d'investissement. Enfin, et on le voit sur le slide, il y a un instrument de régulation, je l'ai évoqué il y a un instant, l'instrument de régulation des prix, qui s'appelle la Market Stability Reserve, sur lequel je reviendrai plus tard, mais qui est au fond un sous-ensemble du marché primaire avec lequel elle est couplée. Je ne vais pas entrer trop dans le détail en ce qui concerne la réglementation et la mécanique à la fois de conservation et de transfert des quotas, parce que c'est quelque chose qui est compliqué. La directive qui décrit tout ça, elle fait plus de 200 pages, et les annexes à la directive, environ 800. Donc, on a un corpus de règles qui est épais et qui est complexe. Alors, les émetteurs, eux, ils ont un certain nombre d'obligations réglementaires. La première de ces obligations, c'est d'estimer leurs émissions. Et ils doivent le faire en utilisant une méthodologie approuvée par l'administration. En pratique, il y a deux méthodes d'estimation des émissions, une méthode par mesure physique, de la teneur en gaz à effet de serre des fumées, et une méthode par le calcul. Donc, chaque année, les émetteurs, ils doivent estimer leurs émissions et produire un rapport qui couvre l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'année pour les installations qui sont retenues
couvertes par le système, et ce rapport, ils doivent le remettre à l'autorité compétente. En France, l'autorité compétente, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Alors, si les quotas remis à l'administration sont inférieurs aux émissions vérifiées, les émetteurs sont passibles d'une amende de 100 € par quota manquant, sachant que l'amende n'est pas libératoire. Donc, on paye l'amende, mais il faut néanmoins se procurer les quotas à hauteur des émissions déclarées. Les émetteurs, ils doivent par ailleurs ouvrir un compte auprès de ce qu'on appelle le registre communautaire. J'ai précisé tout à l'heure que les quotas sont un bien meuble incorporel. Ces biens meubles, ils sont inscrits dans un compte ouvert dans un registre, donc tenu en France par la Caisse des dépôts et consignations. Alors, sur ce registre, on va trouver quoi? On va trouver les allocations acquises par l'émetteur, les allocations allouées à titre gratuit. On va trouver les émissions vérifiées qui seront soustraits des quotas possédés par chaque émetteur. Et puis, les achats ou les ventes de quotas, toutes les transactions sont enregistrées sur ce compte. Donc, c'est un élément clé du dispositif. Donc, ont un compte des émetteurs. Les traders, les investisseurs ont également des comptes, alors qui sont un petit peu différents puisqu'ils ne sont pas émetteurs eux-mêmes, mais dont l'objet, effectivement, est de comptabiliser l'ensemble des transactions et d'organiser la livraison des quotas entre participants au marché. Alors, je l'ai rappelé, le système il a été mis en œuvre par une directive de 2003. Il a démarré en 2005. Je crois que de mémoire, ce n'était pas le 1er janvier, c'était en cours d'année, mais peu importe. Il a beaucoup évolué en 20 ans. Les évolutions, il y en a eu, encore une fois, beaucoup. Je retiens 2 catégories d'évolutions qui me semblent importantes. La première, c'est l'évolution du nombre de secteurs couverts. Initialement, le système d'échange de quotas d'émissions, il ne concerne que les installations de production d'électricité, au-delà d'une certaine taille, et les usines de la grande industrie. C'est, de mémoire, c'est moins d'1 millier d'installations au départ. Et progressivement, on a inclus en fait dans le système l'aviation civile en 2012. Alors, l'aviation civile posait, les aéronefs, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une installation au sol. Donc, ça posait des problèmes techniques importants. Il a fallu du temps pour mettre en place la mécanique. Puis, en 2024, donc 12 ans après, on a fait rentrer dans le système le transport maritime, qui pose des problèmes qui sont similaires à ceux posés par l'aviation civile, et les installations d'incinération de déchets. Et en 2027, alors ce ne sera pas au sein du système d'échange de quotas que l'on connaît, mais on va créer un deuxième système qui va s'appeler le TS2, le système 2, qui lui couvrira les émissions du transport routier, des bâtiments au sens large, du secteur de la construction et de la petite industrie. Et voilà, donc vous voyez que le système a quand même bien changé à 20 ans. L'objectif, c'est de couvrir un pourcentage des émissions supérieur à celui couvert à l'origine, dont je rappelle qu'il était de 40%. Alors, parallèlement à ça, il y a eu un certain nombre d'évolutions, enfin plutôt un certain nombre de règles nouvelles visant à réguler les prix du CO2. Il y a un graphique que je vous montrerai tout à l'heure, consacré, qui retrace l'évolution des prix du CO2. Et pour ceux qui suivent ce marché au jour le jour, vous savez que c'est un marché qui est volatile. Voilà, donc l'instrument de régulation qui a été mis en place, c'est cette fameuse réserve de stabilité du marché. Elle vise pas, il ne faut pas la voir comme une banque centrale qui régulerait jour après jour les prix. Elle est plutôt là pour éviter que les prix ne s'effondrent, ce qui a été le cas historiquement,
comme on le verra tout à l'heure, ou au contraire n'atteignent des sommets. Voilà. Mais ça a été la création de cette réserve a été un moment important, puisque avant alors la réserve a été créée en 2015, mais elle est entrée en service en fait au 1er janvier 2019. Et comme on le verra tout à l'heure, avant la création de cette réserve, pour des raisons que je détaillerai, les prix du CO2 en fait sont restés inférieurs à 20 euros par mégawattheure, par tonne, ce qui était un prix tout à fait insuffisant pour enclencher la baisse des émissions. Voilà. Alors, le principe de cette réserve, il est encore une fois relativement simple. La Commission européenne, elle compte, en fait, elle comptabilise, elle fait un décompte chaque année du nombre de quotas en circulation. Alors, il lui faut quelques mois, malheureusement, pour compter le nombre de quotas, ce qui peut sembler long, mais voilà, c'est comme ça. Donc, le nombre de quotas en circulation, on le connaît généralement vers le 15 mai. Je parle des quotas en circulation au 1er janvier de l'année, 31 décembre, disons, de l'année précédente. Et la règle qui concerne cette réserve de stabilité des marchés, elle est très simple. Si le nombre de quotas en circulation est trop important, alors un certain nombre de quotas sont mis dans la réserve. Alors, on ne retire pas des quotas du marché. Ce qu'on fait, c'est qu'on diminue le nombre de quotas qui seront mis aux enchères. D'accord? Donc, voilà, c'est par la mécanique des enchères qu'on réduit le nombre de quotas en circulation. Et à l'inverse, si le nombre de quotas était trop faible, inférieur à un seuil qui est défini dans les textes, alors on prendrait un certain nombre de quotas de la réserve pour les remettre aux enchères. Voilà un peu la mécanique. Alors, pour en finir avec les règles, et encore une fois en se rappelant que je n'ai pas la prétention d'épuiser le sujet, il y a 3 règles importantes à avoir en tête. C'est la règle relative aux allocations de quotas gratuits. On l'a vu, il y a 2 façons de créer des quotas, c'est de les mettre aux enchères ou alors de les allouer gratuitement à certaines catégories d'émetteurs. Alors, ces allocations gratuites, elles ne concernent que les émetteurs industriels. Les producteurs d'énergie doivent obligatoirement acheter les quotas dont ils ont besoin aux enchères. La quote-part d'allocations gratuites, elle dépend du secteur d'activité, sachant que les entreprises qui sont soumises à un risque de fuite de carbone reçoivent une quote-part de quotas gratuits plus élevée que les autres. Et un troisième principe qu'il faut avoir, une troisième idée qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la Commission européenne veut supprimer à terme les allocations de quotas gratuits. En pratique, elle veut que tous les quotas soient mis aux enchères d'ici 2030, la baisse des allocations étant réalisée graduellement. Donc voilà, ça c'était le premier élément. Le deuxième élément concerne la fuite de carbone. Les entreprises qui sont soumises à un risque de fuite de carbone peuvent recevoir, outre des quotas gratuits, une subvention qui vient compenser l'impact du prix du CO2 sur leur approvisionnement en énergie électrique. Et puis, il y a un troisième corpus de règles qui concerne qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, en anglais le CBAM, qui, pour les entreprises exposées à un risque de fuite de carbone, a vocation à se substituer aux allocations gratuites. L'idée étant d'obliger les importateurs, un certain nombre de marchandises, à acheter des quotas, on parle ici de certificats, quand ils importent ces marchandises en Europe pour compenser les émissions générées dans des pays tiers, en sachant qu'on distinguera dans les pays tiers ceux qui ont mis en place un marché analogue à celui qui existe en Europe et ceux qui n'ont rien mis en place. Donc voilà, vous voyez, le corpus de règles est quand même complexe, mesure, estimation des émissions, registre, transfert des quotas, reporting, la mécanique des allocations gratuites, la question de l'indemnité pour les entreprises soumises à un risque de fuite de carbone et le fameux CBAM. Voilà, c'est pas un métier de tout repos que de gérer l'ensemble de ces règles au quotidien.
Maintenant, on quitte le monde des règles et puis on va regarder un peu ce que tout ça a produit. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'évolution année après année depuis 2005 des émissions de gaz à effet de serre, alors des installations stationnaires couvertes par le système d'échange de quotas d'émissions. Le tout exprimé en millions de tonnes d'équivalent CO2. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 2024, les émissions de ces installations, concernées donc par le système d'échange de carbone, de quotas d'émissions, ont été divisées par 2 par rapport à 2025. Alors, si ça n'était lié qu'au système lui-même, ce serait, je pense qu'on est tous d'accord, quelque chose d'assez louable. En revanche, ce qu'on voit, je ferai 3 commentaires, on voit que le rythme de réduction des émissions, il a été variable selon les années. On voit que la première baisse en 2009, elle est, on le sait, davantage liée à la crise économique, la crise des subprimes, puis la crise européenne qu'au système lui-même. On voit qu'on a eu une baisse des émissions assez sensible en 2020 liée à la crise sanitaire, baisse temporaire, puisque les émissions ont repris ensuite en 2021. Et puis la baisse en 22, en 23 et 24, elle est sans doute pour partie, mais pour une part importante, à mon avis, liée à la crise énergétique. Bon, néanmoins, il y a des acquis, c'est-à-dire que la part des émissions fossiles dans la production d'énergie a beaucoup baissé sur la période, plus aujourd'hui que 25% de la production d'électricité, et c'est là sans doute quelque chose qu'il faut mettre à l'acquis du système. Les ambitions européennes, bon, elles sont connues, mais je les rappelle, l'ambition européenne, elle est définie dans la loi européenne sur le climat. Cette ambition, elle est double. C'est une ambition de décarbonation, mais il y a deux milestones. C'est le milestone final, c'est la neutralité carbone en 2050, mais il y a un objectif intermédiaire qui est d'avoir réduit en 2030 de 55% les émissions par rapport à leur niveau de 1990. Et donc cette ambition, elle est traduite dans la dernière directive ETS de 2023, qui porte un objectif de réduction des émissions en 2030 de 62% par rapport à 2005, qui inclut dans le système de transport maritime et qui prévoit, je l'ai rappelé, la création de l'ETS2 pour couvrir le transport routier, les bâtiments et la petite industrie. L'historique des prix. Alors, il y a deux périodes, on le voit assez nettement. Il y a une période assez longue, de 2005 à l'automne 2018, où les prix du carbone ont été très faibles, en pratique inférieurs à 20 € par tonne. C'est la mise en place de la réserve de stabilité des marchés qui fait monter les prix au-delà de 20 €. Et ensuite, on a une augmentation donc très sensible qui est liée donc à la crise énergétique elle-même. Aujourd'hui, on a des prix qui sont à 75 € par tonne. Qu'est-ce qui détermine le niveau des prix? Ce sont essentiellement les conditions d'arbitrage en fait, entre charbon et gaz pour la production d'électricité. Aujourd'hui, le coût d'abattement des émissions dans l'industrie ne joue pas de rôle particulier dans la formation des prix. Voilà, dernier slide, enfin, avant-dernier slide, scénario d'évolution des prix du CO2. Alors, je vais commencer par un truisme, c'est assez compliqué de prévoir l'évolution des prix. Pourquoi? Parce que l'évolution des prix du carbone, elle dépend d'une part des émissions elles-mêmes, elle dépend du coût de réduction des émissions, et puis elle dépend éminemment, vous l'avez compris, des règles. Et il y a deux modèles, il y a deux catégories de modèles pour prévoir les prix des émissions, des modèles fondés sur le coût de réduction des émissions, d'accord, c'est des modèles dits implicites, où on part du coût d'abattement des émissions, notamment dans l'industrie, enfin, pour la production d'électricité et ensuite dans l'industrie, et puis des modèles qui sont fondés sur l'analyse des conditions d'équilibre entre offre et demande. Alors, dans un monde idéal, ces deux catégories de modèles donneraient des résultats équivalents. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Et donc, on est quand même confronté à une incertitude assez radicale. Quand on regarde l'ensemble des modèles, on voit quoi? On voit qu'il y a des modèles qui tablent sur une stabilité des prix du carbone
autour des prix actuels jusqu'en 2030, puis une montée ensuite, les prix atteignant 140 € la tonne en 2039, et puis des modèles qui, au contraire, voient une montée des prix à partir de maintenant, pour atteindre un prix de 120 € la tonne en 2030, avec un palier, puis une remontée des prix, mais après 2035, donc vers 140 € la tonne. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a deux trajectoires de prix qui sont assez typées, et il est assez compliqué de conclure. Je suis très long, donc je vais très vite. Vous aurez la présentation sur notre site. Voilà. Il n'y a pas que l'Europe. L'Europe se targue d'être le leader dans le domaine de la décarbonisation. Il y a des marchés du carbone en dehors d'Europe, notamment en Asie. Il y a un marché en Asie, en Chine, très important. Il y a un marché en Corée du Sud, il y a un marché au Japon, il y a un marché en Nouvelle-Zélande. Et puis, alors, en dehors d'Asie, il y a un marché au Canada, il y a un marché alors, en Californie, qui n'est pas un État indépendant, mais qui est un État des États-Unis. Je finirai en donnant trois prix. Donc, il n'y a pas de prix international du carbone, on connaît le prix en Europe. Le prix en Chine, il est plutôt aux alentours de 6 € la tonne. Le prix en Corée du Sud, plutôt aux alentours de 25 € la tonne. Le prix en Californie, plutôt aux alentours de 30 $ la tonne. Donc, voilà, ces systèmes font émerger des prix qui sont significativement inférieurs aux prix en Europe. J'arrête mon exposé. Je vais essayer de répondre aux questions. Pardon, j'ai été un peu long, mais le sujet est complexe. Alors, il y avait une question sur est-ce qu'on verra émerger un prix mondial du carbone. Alors non, enfin, on le verra peut-être émerger, mais aujourd'hui, il se compare pas. Et voilà, je pense que voilà, l'administration américaine, alors Trump ou pas Trump d'ailleurs, pas forcément très favorable à l'émergence d'un système globalisé qui couvrirait l'ensemble des émissions du monde entier. Alors, question sur les volumes, transactions, marché secondaire, marché primaire. Alors, le marché secondaire, il y a beaucoup plus d'échanges, parce que c'est un marché où les quotas tournent beaucoup plus vite. C'est un rapport qui est peut-être un rapport de 1 à 50. Il y a beaucoup d'échanges. Le marché secondaire du carbone est un marché très liquide, sur lequel les fonds d'investissement sont très investis, alors que le marché primaire correspond en fait, pour l'essentiel, au volume d'émissions autorisées par la directive. Toute dernière question, mais je ne suis même pas sûr d'avoir le temps. Allez, si, je la prends. Marché du carbone, taxe carbone. Alors, en pratique, il y a les deux. D'accord ? En pratique, il y a les deux. C'est-à-dire que les consommateurs, ou les émetteurs qui ne sont pas concernés par le système d'échange de quotas d'émissions payent généralement alors, une ou des taxes carbone, qui sont des taxes alors cachées. Voilà, dans la TICGN, il y a un prix du carbone. Dans la taxe sur la consommation de produits pétroliers, il y a une part carbone. Donc, on a effectivement les deux. Quel est l'intérêt d'une taxe ? C'est que la taxe, celui qui la définit, en l'occurrence les États ou les parlements, en contrôlent le niveau. D'accord ? Donc, une taxe permet d'avoir un signal tarifaire qui est stable. Le problème avec les taxes, c'est qu'elles ne sont pas forcément au niveau où elles doivent l'être. La France est un bon exemple. La taxe carbone, son évolution, il y avait une trajectoire d'évolution de la taxe qui était très ambitieuse, qui était également très douloureux pour ceux qui la payent. Et le mouvement des Gilets jaunes a mis un terme, je veux dire, finalement gelé les systèmes, et le niveau des taxes est resté à son niveau de 2018. Donc, voilà, le marché, c'est plus complexe parce que ça génère de la volatilité. Enfin, les prix sont plus volatiles, mais c'est un système qui permet d'avoir un prix du carbone qui reflète davantage la situation à un instant donné. Voilà, désolé pour... j'ai été un peu long. Il est 16h30, je vous libère, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine session.